Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. La Ligue 1 reprend ses droits dans 6 jours. Et si l'on est honnête avec soi-même, ce championnat qu'on aime railler nous a franchement manqué. Qui finira où? Alors juste avant de se lancer, la même remarque préliminaire que j'avais faite pour mon classement de Première Ligue, sorti mercredi, c'est que si la Ligue 1 reprend effectivement le vendredi 9 août 20h45 avec un superbe Monaco-Lyon, le mercato de Ligue 1 lui s'étend jusqu'au 2 septembre. Et donc forcément il pourrait y avoir quelques mouvements dans les semaines qui viennent qui impactent mon raisonnement. Cela dit, on va essayer d'en tenir compte ici. On commence donc par le dernier, le tout premier condamné, et cette année je pense que ce sera Dijon. Alors Dijon, ça commence à avoir de la bouteille en Ligue 1, ils enchaînent leur 4e saison consécutive dans l'élite, et c'est pas mal pour un club qui après tout n'existe que depuis 1998, mais c'est aussi un club qui a fini 18e l'an dernier, et où on peine à trouver des signes d'optimisme. Stéphane Jobard prendra le poste de numéro 1 pour la toute première fois de sa carrière, Valentin Rosier a filé au Sporting, Wesley Saïd semble proche de Toulouse, l'avenir de Naïm Sliti est incertain, tu risques donc de perdre les atouts offensifs qui masquaient une défense catastrophique. Voilà, Dijon sur les 3 dernières saisons, c'est quand même 191 buts encaissés. C'est le 3e pire bilan d'Europe pour une équipe d'élite. D'ailleurs, seulement Bournemouth et le Kevo. Les recrues tardent à arriver aussi. Ce sera pas une saison évidente. Deuxième équipe à quitter la Ligue 1 ensuite. Et ce serait quand même une vraie sensation, car pour moi, c'est pas l'un des deux promus, mais c'est Toulouse. Alors, 17e saison consécutive dans l'élite pour le TFC, mais sur les 5 dernières, 4 fois entre la 16e et la 18e place. Voilà, tu sens un club qui se rapproche du fond de l'entonnoir, et l'effectif a été nettement élagué. T'as perdu Christopher Julien au Celtic, François Moubandji à Zagreb, Jimmy Durmaz à Galatasaray, et entre autres. Le projet de cette saison, c'est d'avoir un groupe professionnel très réduit, donc 21 joueurs max, et en parallèle, un groupe de jeunes qui tournent et qui tentent de percer la bulle. Le truc, c'est que même si t'as une génération très intéressante qui monte, finaliste de Gambardella l'année dernière, ça fait quand même stratégie assez périlleuse, surtout après avoir perdu autant de cadres, surtout si Max Alain Gradel part lui aussi, et c'est pas à exclure. Voilà, ça fait quelques saisons que Toulouse flirte avec la zone rouge, et malheureusement je les vois franchir le pas cette année. 18e ensuite, et une vraie dégringolade pour Nîmes. Alors 9e l'an passé pour son retour dans l'élite, une magnifique saison. Le problème c'est qu'elle a aussi valorisé beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu être retenus. Teddy Savanier, bien sûr, mais aussi Denis Bouanga, Sada Choub, Jordan Ferry, Rachid Alioui, fin du prêt de Fetou Mawassa, le directeur sportif Laurent Boissier est parti aussi, ça fait beaucoup. Et alors il reste quand même une mentalité conquérante, il reste quand même un très beau public, et ce sera peut-être juste assez pour se maintenir, puisqu'on rappelle que la 18e place est seulement barragiste, mais s'il n'y a pas une avalanche de recrues dans les semaines qui viennent, ça va quand même être une saison de confirmation qui risque d'être ardue. Le 17e maintenant, et une autre chute brutale qui fait mal au cœur, j'ai mis Nantes. Alors je trouve qu'il y a un parallèle pas inintéressant à faire avec la situation de Newcastle que j'évoquais en vidéo mercredi, club historique, tentative de rachat cet été qui a finalement échoué, climat extra-sportif délétère. À l'heure où je m'enregistre, Vaïd Halilhodžić devrait claquer la porte et être remplacé par Stéphane Ziani, qui dirige les U19 depuis 2017. Niveau effectif, Diego Carlos a été vendu à Séville, 15 millions d'euros record du club, et Marcus Coco est arrivé pour 3 millions, comme Alban Lafont, en prêt depuis la FIO, mais les satisfactions s'arrêtent à peu près là. Et à moins de mettre des moyens considérables sur les semaines qui restent, t'as quand même un groupe plutôt pauvre. Et alors pour une institution du foot français comme Nantes, c'est pas loin d'être scandaleux, et personnellement je vois pas comment cette situation pourrait évoluer positivement, là je parle plutôt à moyen long terme, je vois pas comment cette situation pourrait s'améliorer sans un changement de direction. Juste au-dessus ensuite, on retrouve finalement les deux promus. Alors le cas de Metz est pas évident avec Frédéric Antonetti qui pilote le club à distance depuis décembre et la très grave maladie de sa femme. Cela dit, Vincent Ognon fait du très bon travail, l'effectif de la montée est quasi intégralement conservé, il y a des raisons d'être optimiste et le club montre de la vision, avec un nouveau centre d'entraînement qui est en train de voir le jour. Alors du côté de Brest également, je suis plutôt confiant, ça a recruté Romain Perrault, très bon au Paris FC l'année dernière, transfert définitif d'Ibrahima Diallo, le club mis sur la jeunesse et sur un foot offensif. C'est assez intéressant, t'as le coach Furlan qui est parti après 2 saisons il me semble, et il était remplacé par Olivier Dalloglio. Les deux sont très proches niveau philosophie. T'as aussi le meilleur buteur de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier, 27 buts l'année dernière, ça aide. Voilà, je pense qu'on pourrait être surpris et même séduit par les Brestois, et comme par Amiens. Alors mercredi je vous parlais
de la surprise Norwich en Première Ligue, qui a particulièrement attiré mon attention, qui est un projet intéressant. Cette année, j'aurai aussi un œil sur Amiens, qui tente un vrai pari en nommant au poste d'entraîneur le Slovène Luka Elsner. Alors c'est déjà le coach le plus jeune de Ligue 1, il a eu 37 ans hier, il arrive de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, et surtout, il veut mettre en place un foot très offensif, très rapide, avec beaucoup de verticalité, de jeu en une touche, et bon, bien sûr, on attend de voir les résultats, il suffit pas d'être jeune et d'aimer la tactique pour performer en Ligue 1, mais quand t'entends l'ancien du club, Régis Gürtner, qui dit de lui « il a de très bonnes idées, il casse nos habitudes, le club et les joueurs avaient besoin de ça », quand tu vois ce mercato où Amiens a vraiment conservé sa base en levant les options d'achat d'Alexis Blanc, d'Eddy Niaouré ou de Serhou Guirassy, 6 millions d'euros pour Guirassy, record du club, quand tu vas pouvoir profiter du retour de blessure de Zungu au milieu, un vrai bon joueur, je trouve que ce cocktail est très intéressant. Alors 13e place ensuite, j'ai mis Angers qui a vendu Flavien Tay, Reine Adélaïde et Baoken pourraient suivre, mais Alioui et Tchoub sont arrivés en provenance de Nîmes. Tant qu'il y aura Stéphane Moulin sur le banc, je me fais vraiment pas de soucis pour eux, c'est très bien géré. Un peu comme Reims aussi. Alors placement sans doute décevant après une très belle 8e place l'an dernier, mais l'effectif se renouvelle. Björn Engels à Aston Villa, Chavaria à Majorque, Edouard Mendy et Rémi Houdin sont pressentis sur le départ. Selon l'aveu du coach Guillon lui-même, l'effectif est court, et malgré la belle arrivée de Rajkovic, qui est le gardien numéro 1 de la Serbie, ça pourrait être une saison de transition un peu difficile. Alors saison pas évidente à venir également pour Strasbourg, saison passionnante, avec la perspective très séduisante de franchir les tours d'Europa League, mais du coup forcément saison exigeante. Cela dit, je me fais pas non plus de soucis pour le maintien. Marc Keller est un top président, pilote très bien son club, Thierry Loret est un coach de confiance. Même au niveau de l'effectif, je dirais que les fondamentaux sont là, sont en place. Maintenant, il va falloir tout simplement continuer à bâtir sereinement, et je pense que c'est encore un poil trop tôt pour viser très haut. Un peu la même perspective d'ailleurs pour Bordeaux, qui est un club fascinant en ce moment, racheté par le fonds américain GACP la saison dernière, mais très peu d'investissement pour l'instant. Un nouveau coach, Paulo Sousa, qui a déjà à 48 ans un CV bien rempli, et qui mise sur un 3-4-3 hybride 4-4-2, qui est assez difficile à cerner. Voilà, si je devais décrire les Girondins aujourd'hui via une métaphore, je dirais que c'est comme un puzzle que tu viens de sortir de sa boîte. Toutes les pièces sont même pas encore retournées, et il y a surtout beaucoup de questions en suspens. Alors à voir ce que le directeur sportif Eduardo Macia peut faire. Pour l'instant, la vente de la pépite Jules Koundé, 25 millions d'euros à Séville, et les arrivées de Hwang, Mecher, Kouateng et Benito sont pas hyper enthousiasmantes, mais on parle d'un prêt Christian Pavone de Boca. Pourquoi pas? Alors juste un cran plus haut ensuite, j'ai mis Rennes, bien sûr très belle saison l'année dernière, il y aura encore l'Europe au rendez-vous en 2019-2020 grâce au triomphe en Coupe de France. Pour autant, t'as perdu Benjamin André, t'as perdu Ben Arfa, Ben Sebaini et Sarr pourraient suivre. Alors il y a du potentiel, et même beaucoup de potentiel, notamment chez certains jeunes, mais voilà, si je devais me prononcer aujourd'hui pour cette saison, je dirais que je vois quand même plus une stagnation qu'une progression. Donc pour Nice ensuite, ce sera sans doute beaucoup plus intéressant d'en parler l'été prochain. La vente du club au milliardaire britannique Jim Ratcliffe a été validée par la DNCG, et on est sans doute à la veille de bouleversements majeurs, mais là il reste sans doute trop peu de temps pour déployer les grands moyens. Le mercato est quand même bien entamé, et ça va être compliqué de retaper entièrement un effectif qui, cela dit, a déjà de la qualité à chaque ligne. Walter Benitez, Malang Sarr, Youssef Attal, Willian Cyprien. Dommage que Saint-Maximin soit en route vers Newcastle. On arrive aux choses intéressantes, et cette année j'en vois au moins deux. Déjà Montpellier, qui a très bien recruté, transfert définitif d'Andy Delors, Teddy Savanier, Jordan Ferry, entre autres. Montpellier qui est sur une trajectoire ascendante, qui est toujours très difficile à jouer à la Mosson, et puis Saint-Etienne, dont le mercato est vraiment intéressant. Denis Bouanga, Riyad Boudbouz, Zaidou Youssouf, Sergi Palencia, Alpha Sissoko, Harold Moukoudi, surtout, et William Saliba, vendu à Arsenal, mais qui restera cette année en prêt. Jean-Eudes Aoulou de Monaco arrive également, comme l'international péruvien Miguel Trauco, peut-être Kolo Zigzag, à moindre coût, et bon surtout avec des prêts, donc pour cette saison en tout cas, je vois des verts séduisants. Petit bémol en revanche sur le secteur offensif, où je dirais qu'il te manque un vrai tueur. Ok, maintenant ça commence à devenir très compliqué, mais il faut faire des choix. Et donc en 5ème position, je vois Lille. Superbe dauphin de 2018-2019 bien sûr, mais qui repart de zéro, ou presque. Pepe a été vendu, c'était prévu, mais Raphaël Leao a suivi, Thiago Mendes et Youssouf Koné sont lyonnais. Alors la stratégie de trading porte ses fruits sans aucun doute, mais cette année tu perds l'effet de surprise, t'ajoutes la Ligue des Champions, et beaucoup de paris ont été faits. Timothy Weah, Virgilio Postolacci, l'Angolais Shaw,
Domagoj Bradarić, même Victor Osimhen, en lequel je crois beaucoup. Tout ce beau monde, c'est soit 19 ans, soit 20 ans. Alors après, j'ai vraiment une grande confiance en Luis Campos, je suis convaincu qu'il y a de vraies pépites dans le lot, mais voilà, le temps que ça prenne, plus les phases de groupe de la Ligue des Champions, tu vas forcément avoir un début de saison compliqué, et personnellement, je pense que c'est sans doute un peu trop optimiste d'espérer un second podium consécutif. Du coup, on retrouve à la 4ème place, Marseille. J'avais consacré une longue vidéo à la situation de l'OM il y a quelques semaines, et donc depuis, par rapport à mes suggestions, je dois dire que je suis plutôt déçu de la tournure de la Mercato, les dossiers traînent, cela dit, t'as quand même en l'état un des tout meilleurs effectifs de France. Peut-être pas suffisant pour prétendre au top 3, mais carrément pertinent pour le top 5. Alors même logique ensuite, à peu près du côté de Monaco, où il y a eu quelques recrues intéressantes. Gelson Martins est vraiment un top joueur. Benjamin Lecomte va revitaliser un poste de gardien que Subasic avait sinistré. Dans l'ensemble, t'as quand même un effectif de bon niveau. On peut bien sûr, c'est légitime, avoir quelques doutes vu la saison dernière, mais voilà, je dirais que c'est une 3ème place prévisionnel qui anticipe le fait que le club va passer à la vitesse supérieure dans les jours qui suivent. Voilà, Monaco a quand même des moyens importants, une force de frappe financière que n'ont pas les autres, et s'ils veulent vraiment ce podium, il y a des chances qu'ils l'aient. Ce qui nous laisse donc 2 équipes, et le suspense est réduit. On a d'abord Lyon, que j'imagine pas nécessairement très étincelant cette année. Alors je crois à la pertinence du nouveau cycle que le club veut lancer, ça me semble légitime. En revanche, c'est quelque chose qui exige de la patience, et les premiers pas seront timides. L'effectif a encore des failles, bien sûr, mais surtout le projet tactique que Sylvino souhaite mettre en place incarne une rupture profonde avec les choix de son prédécesseur. Tu passes en gros d'une organisation qui était très fluide, très variable d'une semaine sur l'autre, où les offensifs étaient entièrement responsabilisés, donc avec un accent fort mis sur les différences individuelles, tu passes de ça à la recette unique du 4-3-3 point de basse, où tu cherches maintenant le contrôle de la possession, où tu vises la répétition des mêmes circuits de passe, où tu cherches donc des différences collectives dans le dernier tiers, avec l'apprentissage du pressing aussi. Voilà, c'est un changement radical. Et à mes yeux, on est dans une saison de transition qui très clairement te permettra pas d'aller jouer le titre, et qui pourrait même te faire descendre plus bas. La raison pour laquelle j'ai quand même mis Lyon second, c'est que l'effectif est, et d'assez loin je pense, le second meilleur de France. Et donc, tes individualités te feront gagner des points dans les matchs où ton projet collectif est encore balbutiant. Et puis donc enfin, est-ce une surprise? Je vois évidemment Paris remporter la Ligue 1, avec un effectif bien plus équilibré et bien plus intelligemment bâti que l'année dernière, avec un coach extrêmement talentueux qui aura cette fois les outils pour travailler sur sa vraie mission, celle qui compte le plus et dont je vous parlerai très vite. Alors bien sûr, au-delà de ce classement qui a absolument toutes les chances d'être faux, le but de cette vidéo, on va dire qu'il était surtout intellectuel. Comprendre les dynamiques des différents clubs à l'aube de cette nouvelle saison, avoir des infos sur leur mercato aussi. En revanche, si vous voulez passer à l'action, et pourquoi pas avec mon partenaire unibet.fr, j'ai trouvé 2 paris intéressants. Vous avez Lyon et Monaco finissent dans le top 4, c'est coté à 3, plutôt pas mal. Et vous avez un double chance, Dijon ou Toulouse relégués, 2,15, c'est intéressant. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous m'en voudrez pas trop si j'étais un peu sévère avec vos clubs respectifs. Alors franchement, je sais à quel point c'est frustrant de voir quelqu'un de l'extérieur, comme moi, qui juge une équipe en ayant tout simplement nettement moins d'informations qu'un vrai supporter. Quelqu'un qui suit la dynamique au quotidien, qui regarde tous les matchs chaque année. Voilà, je dirais que j'ai surtout essayé de retranscrire les points de discussion majeurs, mais je concède que mon raisonnement ait pu être un peu grossier. Sachez surtout que je prétends pas du tout détenir la vérité. Alors voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, le fameux pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, et pourquoi pas voir ce même format appliqué à la Liga ou à la Serie A, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir, ça me fait toujours très plaisir. De notre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite également pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, et un très bon week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.